Bonsoir tout le monde. En fait, bienvenue à cette conférence ce soir sur l'acupuncture. Donc, démystifier l'acupuncture avec Sylvain Audet, qui est acupuncteur dans la région de Drummondville. Donc, on continue bien sûr les conférences Vitali durant lesquelles je vous présente des collaborateurs du blog de Vitali. Monsieur Audet est un collaborateur du blog de Vitali. Ça vous permet à la fois de poser des questions directement à des professionnels, des experts dans leur domaine, de tout type de domaine, de tout type, en fait, même d'approches complémentaires aussi qu'on peut retrouver au Québec, et d'en savoir plus, en fait, sur c'est quoi la profession, qu'est-ce qu'ils font exactement, c'est basé sur quoi. Donc, ce soir, on va parler, bien sûr, de l'acupuncture. L'entretien de ce soir est enregistré. On rend les entretiens disponibles par la suite, les entretiens et les conférences sur la chaîne YouTube de Vitali. Donc, vous y avez accès. Ça prend quelques jours avant de les rendre disponibles, mais on rend l'enregistrement disponible en fait par la suite. Puis, je vous invite, comme à l'habitude, si vous avez des questions, des particularités, vous cherchez comment rejoindre M. Audet, vous pouvez nous écrire en répondant tout simplement au courriel de confirmation que vous avez reçu sur l'événement de ce soir. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, sans plus tarder, en fait, ma première question, Sylvain, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. En passant, moi et Sylvain, on est tous les deux aussi des administrateurs de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. La santé intégrative qui se définit comme étant à la fois la considération de l'ensemble de toutes les facettes en santé qu'on peut considérer pour un problème de santé donné, mais aussi le vouloir, le désir de la personne concernant l'approche de santé qui va lui être appliquée. Donc, c'est la considération aussi du patient, de la personne, dans le respect, en fait, de ses décisions qu'il veut prendre pour sa propre santé. Donc, en premier lieu, en fait, parle-nous un peu de ton parcours. En fait, moi, je le connais un peu, là, mais en débutant par quand tu étais tout jeune, parce que je sais que tu as fait du karaté, tu t'es intéressé très jeune, en fait, hein, à la philosophie orientale. Donc, ça m'intéresse de savoir comment ça a commencé. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, dans les années 80, 88, là, il y avait tous les films de ninja, tout ça, Bruce Lee, là, Bruce Lee, c'était un petit peu avant ça, mais moi, j'ai découvert ça dans ces années-là. Puis, je trouvais ça ça m'attirait. Donc, il y avait l'aspect très mystérieux là-dedans. À l'époque de Chuck Norris. J'ai eu l'occasion, à l'âge de 10 ans, de faire un petit peu de judo. J'ai un petit peu moins aimé ça, mais il reste que j'aimais quand même l'aspect philosophique de ça, qui était en arrière de ça. Puis dès l'âge de 13 ans, là, j'ai fait karaté, taekwondo. J'ai fait ça allègrement. J'en ai fait quand même pas mal. Je me suis rendu en taekwondo en cinquième dan là, il y a quelques années. Okay. Mais tu sais, ça veut rien dire. Tout ce que ça veut dire, c'est que j'en ai fait longtemps. C'est ce que ça veut dire. Puis à travers ça, je suis allé aussi explorer un petit peu plus tard. C'est sûr, je me promène dans le temps, là, mais je suis allé explorer un peu les arts martiaux chinois, donc le Shaolin Kung Fu, par exemple. Puis maintenant, là, je suis près de la quarantaine. Fait que là, je suis plus dans les... Comment? C'est drôle, excuse-moi, mais je ne connais pas la différence entre... Parce que ce qu'on connaît du taekwondo, le karaté, etc., ça, c'est japonais? Ben, en fait, le karaté est japonais. Le taekwondo, c'est d'origine coréenne. OK. Et puis, c'est beaucoup... tu sais, souvent, le taekwondo, au départ, c'est né des années 1955, je pense que c'est la fondation du premier taekwondo. Puis ensuite, il y a eu celui qui est aux Olympiques, qui est la WTF qu'on appelle, qui est dans les années 72. Puis donc, déjà là, c'est deux taekwondo qui viennent de la Corée. Puis à ce moment-là, ils appelaient ça le karaté coréen. Pour donner une idée, c'était inspiré dans le fond d'un vieux style de karaté et aussi du taekyon. Le taekyon, c'est un art martial coréen où ils utilisaient, si jamais vous tapez ça sur YouTube, là, vous allez voir, c'est très artistique, très intéressant. Ça ressemble un peu à de la danse, mais ils pouvaient faire des knockouts avec ça, avec les jambes. C'était quand même assez intéressant. Donc, fait que ça, c'est ce qui a fait le taekwondo, en fait. Puis le karaté, c'est vraiment plus japonais. Donc, le Shaolin, naturellement, c'est plus chinois, si on veut. Ça vient de la Chine. OK, mais ça ressemble à quoi en tant que tel? Ça ressemble à du karaté aussi? Le taekwondo ressemble au karaté, je te dirais. J'utilise un petit peu plus les coups de pied. Donc, ça va être souvent assez spectaculaire, quoique
ce que j'ai vu là, des derniers styles de karaté, je te dirais que ça se ressemble beaucoup. Mais c'est ça, j'utilise un petit peu plus de pieds tournés, sautés. Souvent, c'était plus acrobatique, en guillemets, si on voulait. Le côté chinois, eux autres? Chinois, je te dirais, c'est probablement dans les arts martiaux les plus anciens. Fait que probablement que même le karaté est inspiré là, d'arts martiaux chinois. C'est sûr que dans les arts martiaux chinois, encore là, il y a ceux plus pour se défendre, puis ceux plus pour la santé. Donc, plus en relation avec, quand on regarde le tai chi, Oui, en c'est fait, ça. c'est un art martial chinois, mais ça fait partie du Qigong. Ça, on en parlera un petit peu plus tard, Oui, mais on va en parler tout à l'heure. c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Donc, c'est un art martial aussi, mais c'est vraiment plus Ah, OK. l'aspect santé. Ah, OK, OK. Donc, excuse-moi pour revenir donc, à ton parcours, parce que Mhm. là, tu t'étais rendu en fait aux arts martiaux chinois. Tu as fait ça aussi. Oui, exact. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup aimé la philosophie asiatique. Puis, j'ai toujours été intrigué par cet aspect-là. Puis, au secondaire, j'aimais beaucoup les sciences, en fait. J'aimais la biologie, j'aimais tout ce qui était l'être humain, l'environnement, tout ce qui était les êtres vivants, finalement. Puis, je te dirais, c'est un peu le mix des deux qui a fait en sorte que j'ai voulu m'en aller peut-être en acupuncture. Et tu as commencé, parce que là, tes cours d'acupuncture, tu as commencé assez jeune, hein, en fait. Ouais, Ça fait longtemps que tu es acupuncteur. ouais, ça fait quelques années. Ça fait. Je suis diplômé de 95. Donc, je suis rentré là, en acupuncture en 91. J'avais 17 ans à l'époque. Donc, je suis parti du secondaire. Je suis allé tout de suite en acupuncture. Au Québec, depuis 86 ou 87, dans le fond, l'acupuncture est enseignée seulement à une école, qui est le Collège de Rosemont, qui est l'école officielle. Avant ça, c'était des écoles privées. Donc, il y avait deux écoles privées, au moins deux en tout cas, une à Montréal, une à Québec. Et en 86 ou 87, j'oublie les dates, là, je ne suis pas très bon avec les dates exactes, mais dans ces années-là, justement, le Collège de Rosemont a acheté la licence. Et aussi dans ces années-là, il y a eu la création, si je ne me trompe pas, là, du registre des acupuncteurs. Donc, on est venu un peu sous, je ne dirais pas la tutelle des médecins, mais on avait un registre avec l'ordre des médecins. Et Ah, ensuite de ça, ça n'a pas été des années nécessairement faciles. Moi, je ne les ai pas connues, mais j'ai des collègues qui m'ont dit que ça n'a pas été des années faciles. Et puis, moi, quand je suis arrivé en 95, en fait, il y a eu la création de l'Ordre des acupuncteurs à ce moment-là. ah, OK, ça date de 95, la Oui, création des acupuncteurs. oui, oui, oui. Ah, OK. Et là, en parallèle, c'est suite à ta formation, parce que tu as pratiqué quelques années avant de retourner à l'école ou tu as continué en même temps de faire des cours, parce que je sais que par la suite, justement, aussi, tu as complété ta formation avec des cours de biologie, d'anatomie, de physiologie. Mais attends un peu, c'est vrai, avant de parler de ça, dans ton cours d'acupuncture, parce que je sais, tu m'en as parlé, puis ça m'intéresse de Mhm. constater, en fait, qu'à travers la médecine traditionnelle chinoise, il y a le discours qu'ils vont employer, les termes, en fait, Mhm. leur façon de considérer même la santé est très différente de la médecine habituelle ou conventionnelle, ou même de notre biologie conventionnelle. Hein. C'est le cas? Absolument. Absolument. En fait, tu sais, moi, je partais, tu sais, oublie pas, quand j'ai commencé mon cours d'acupuncture, j'avais 17 ans. Ouais. Donc, pas beaucoup d'expérience de vie en général. Tu sais, j'étais quand même assez. Bon, il paraîtrait que j'étais assez mature, mais quand même. Tu sais, j'avais 17 ans quand même. Puis, pas beaucoup d'expérience de la vie. Et donc, j'apprends l'acupuncture, tu sais, à l'ancienne. Ben, à l'ancienne, c'est-à-dire avec des termes chinois et tout ça. Puis je dois dire que quand je fais les choses, d'habitude, je ne les fais pas à moitié. Tu sais. Fait c'est même quand j'apprenais les points d'acupuncture, j'aimais apprendre la calligraphie qu'il y allait avec, etc. Tu sais, tant qu'être dedans. Puis, sauf que après avoir terminé le cours, c'est-à-dire, si je recule un petit peu, avant même de commencer le cours, en entrevue même, j'avais parlé de ça. Je disais, je souhaite pouvoir transmettre mes connaissances par rapport à ça, tu sais, pour les bonnes habitudes de vie, par rapport à l'acupuncture, etc. Ça, c'était mon souhait. Mais je dois t'avouer que après mon cours, je n'étais pas vraiment en mesure de faire ça. Parce que le langage utilisé,
c'est une médecine à part entière, la médecine traditionnelle chinoise. Il y a une méthodologie utilisée, c'est basé sur, bon, c'est une médecine empirique, donc probablement que la pratique est venue avant la théorie, entre autres, mais on parle entre autres là, entre 2500 et 8000 ans d'histoire, c'est ce que j'ai lu dans les ouvrages. Fait que c'est beaucoup, ça a été une médecine aussi clinique, donc ils ont fait des essais, ils ont écrit des textes par rapport à ça, par rapport aux observations. Puis on a l'impression que, des fois même, je pense sur Wiki, je ne sais pas quoi, ils parlent d'une pseudo-science, C'est sûr que ça nous chatouille en tant qu'acupuncteur. Je pense qu'ils ont essayé de corriger ça. Mais c'est parce qu'à l'époque, ce n'était pas nécessairement considéré selon l'œil actuel de la science. Ça n'existait pas l'œil de la science actuelle. Donc, mais c'est ça. Donc, les termes étaient vraiment différents. Par exemple, dans la façon d'associer les symptômes, ce qu'ils font, c'est qu'en médecine chinoise, c'est tous des syndromes. Donc, un syndrome, ce que c'est un ramassis de symptômes. On sait très bien en médecine occidentale, bon, un paquet de symptômes, on lui donne un nom, donc on appelle ça une maladie, et ensuite on lui attribue une solution, un médicament, un traitement, peu importe. Puis en médecine chinoise, dans le fond, ils ont observé l'être humain dans son milieu et ils ont fait des associations, autant avec les saisons, avec les émotions, avec l'alimentation, avec dans le fond, tout ce qui est l'adaptation de l'être humain dans son milieu. Donc, ils ont observé ça. Ils ont observé, OK, telle chose, on l'associe à tel organe, par exemple. Fait que quand on dit, exemple, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'un acupuncteur qui dit, cette personne-là, le vide de chi la rate. Bon, le vide de chi la rate, si on dit ça à son médecin, ça ne passe pas. OK? C'est normal. C'est normal. Parce que ça ne veut rien dire pour le médecin. Puis, à moins qu'ils connaissent la médecine traditionnelle chinoise, mais sinon, ça ne veut rien dire. C'est tout à fait normal. Mais si on parle, c'est des symptômes associés, par exemple, on pourrait peut-être associer un petit peu dans le métabolisme au niveau de l'insuline, le métabolisme cellulaire au niveau de l'ATP. Là, on commence à avoir quelque chose de plus intéressant. On parle toujours du fameux chi. Tu sais, le chi, le fameux chi, tu sais, c'est le nerf de la guerre en qigong, en acupuncture et tout ça. Tu sais, j'ai déjà eu une personne sur Facebook qui, à un moment donné, gratuitement disait que tous les acupuncteurs, c'était des charlatans. Tu sais. Là, ben, j'ai demandé pourquoi tu dis ça. Ben, il dit le chi n'existe pas. Tu sais. Ben, j'ai dit c'est quoi pour toi le chi? Il faut partir de là. Puis il disait ça n'existe pas, tu n'es pas capable de le démontrer. J'ai démonté ça tranquillement, tout simplement en expliquant que si le chi n'existe pas, ça ne se peut pas que tu me parles, parce que le chi, c'est plusieurs choses. Tu sais, quand on regarde l'hydrogramme chinois pour le chi, là, je ne l'ai pas, finalement, je ne te l'ai pas envoyé, mais ça comprend 2 portions. Il y a une portion du bas qui pourrait représenter une botte de riz, par exemple, et la portion du haut qui ressemble à, si on veut, ou qui va représenter la vapeur qui émane de la combustion du riz. Donc, c'est plus un concept de transformation, c'est un concept de quelque chose en mouvement. Ce n'est pas quelque chose de fixé. Tu sais, c'est, par exemple, quand on parle souvent la traduction, c'était pas nécessairement les meilleures traductions. Tu sais, ça a été traduit comme souffle, comme énergie. Oui, oxygène, il y a des gens qui parlent d'oxygène. Tu sais, c'est plusieurs choses. On va dire, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, il y a différents types de qi. On va dire, il y a le qi de l'air, qui est le zong qi. Il y a le qi, le wei qi, qui est comme, si on compare le système immunitaire, avec le système immunitaire, c'est pas seulement les globules blancs, c'est un paquet de choses. C'est la lymphe, c'est les ganglions, c'est un paquet de choses. Donc, c'est
souvent, en médecine occidentale, ça va être très réducteur. On va aller chercher la plus petite partie, puis on fait des études souvent à partir de ça. Médecine chinoise, c'est d'essayer de regarder la petite partie, mais de l'inclure dans le tout. C'est un peu. C'est intéressant comme concept. En fait, en passant, deux choses, en fait, deux commentaires sur ce que tu viens de mentionner qui, je pense, sont peut-être pertinents pour aider à comprendre. Là. C'est que souvent, on a tendance à penser que ce qu'on a de la difficulté à expliquer n'existe pas ou n'est pas vrai. Moi, l'exemple que je dis souvent aux gens, il faut faire attention parce que ce n'est pas la démonstration qui fait la vérité. Puis je vais donner un très, très bon exemple de ça, en fait, d'une lettre d'opinion que j'ai écrite avec Joël Monzé. Je donnais l'exemple que la Terre est ronde puis qu'elle tourne autour du Soleil. Bien, aujourd'hui, remplissez-moi une salle de 500 personnes, là, puis levez la main d'un 500 personnes, ceux-là qui sont capables de me démontrer hors de tout doute aujourd'hui, même que la Terre est ronde puis qu'elle tourne autour du Soleil. On le sait tous que c'est vrai. Faire la démonstration, ce n'est pas évident. Ce n'est pas la démonstration qui fait la vérité ou qui fait que ça existe. Il faut faire attention. Là. Donc, la Terre a longtemps été plate parce que tout le monde se disait que ça n'avait pas de sens qu'elle soit ronde. Là. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. De l'autre côté, en fait, quand on regarde, je ne sais pas si tu savais, en fait, Sylvain, mais probablement, quand on regarde du côté des produits de santé naturelle, ce que tu expliques là, c'est la même problématique. On regarde ce qu'ils utilisent en médecine traditionnelle chinoise, puis il y a deux problèmes, en fait, à ramener ça, si tu veux, dans nos usages normalement nord-américains. Là. C'est que d'un côté, eux vont faire des formulations de produits dans lesquels ils vont considérer des plantes, des extraits de plantes comme étant des transporteurs, qui vont avoir un rôle à jouer par rapport aux autres ingrédients qui sont à l'intérieur. Donc, un impact de synergie, en fait, dans la façon dont le bénéfice va s'appliquer, si tu veux, à la problématique d'ici. Ça fait que souvent, il va y avoir 4, 5, 6 extraits de plantes dedans. Puis ils vont utiliser des termes chinois. C'est compliqué de retrouver ce qu'ils ont utilisé exactement. En fait, même aujourd'hui, quand on les tape sur Internet. Je les ai regardés dans le passé parce que des plantes comme la rhodiole ou l'astragale, qui ont beaucoup de support scientifique, étaient très largement utilisées justement en médecine traditionnelle chinoise. C'est la même chose pour le ginkgo biloba, c'est la même chose pour beaucoup des plantes en fait, qu'on utilise aujourd'hui. Fait que c'est un défi, en fait, c'est similaire, là. Qui est fort intéressant. Puis pourtant, même, chose intéressante à mentionner aussi, la prix Nobel de médecine de 2015, en fait, c'est une Asiatique qui a passé, je pense, une dizaine d'années à chercher des antiviraux à travers la médecine traditionnelle chinoise. Puis elle a trouvé, justement, des molécules qui ont été appliquées au paludisme, en fait, à la malaria. Oui. Et on lui a décerné un prix Nobel de médecine, en fait, pour ses travaux. Donc, à travers tout ce qu'elle avait regardé de la médecine traditionnelle chinoise, elle avait trouvé 3 produits qui avaient un réel impact antiviral. Donc, c'est fort intéressant. Donc, ceci dit, une fois le constat fait, en fait, tu as décidé d'aller plus loin d'un point de vue scientifique, d'aller continuer à faire des cours dans le but justement d'avoir une compréhension plus approfondie de toute la biologie du corps humain. Là. En fait, parle-nous-en un peu, parce que tu en as fait quand même tout un paquet. Je t'ai étonné de voir que tu étais jusqu'à faire des cours en neuropsychologie. Oui, ben en fait, c'est dans le cadre de mon certificat en réadaptation sensorielle et motrice. Il y avait plusieurs cours qui m'intéressaient, dont neurophysiologie et neuropsychologie. C'est sûr, c'est une introduction, c'est en réadaptation, là, mais quand même, ça a été vraiment fascinant comme cours. J'ai adoré ça. Puis, je suis allé aussi découvrir naturellement l'anatomie. Ça fait une couple d'années que j'aime ça. Puis je continue. Maintenant, on a fait une activité entre collègues d'acupuncteurs, aller à Trois-Rivières juste pour aller passer une journée sur cadavre, puis aller vérifier nos ponctures. OK, si tu vas à telle profondeur, quel organe qu'il y a là, puis etc. On le sait, mais c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire pour être sécuritaire, entre autres. Puis, c'est ça. Fait que dans les cours, il y avait la neuropsychologie. Dans ce certificat-là, que je viens de terminer d'ailleurs, mon premier certificat universitaire. Ah, félicitations. Ah, merci. Merci. Ouais, je viens d'en commencer un autre, multidisciplinaire en santé. Puis, en fait, je ne suis pas sûr que je te l'avais dit, mais mon but, c'est justement, en redécouvrant les bases, si on veut, au niveau scientifique, d'aller essayer de faire le pont entre les deux. C'est pas toujours évident, comme on a parlé tantôt. Puis, il y a des choses vraiment intéressantes. J'ai une collègue, Ève Pinsonneau, qui a posté quelque chose là, sur des études scientifiques. Justement, il parlait de la rhinite. Ça a été démontré efficace en acupuncture. Il y a des méta-analyses là-dessus. Mais là, on voyait un petit peu là, sur acupuncture, evidence-based acupuncture.org.
Attends un peu, Sylvain, la rhinite, peux-tu nous le définir? Parce que probablement qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Oui, la rhinite, je ne sais pas la définition là, spécifique, là, mais le fait d'avoir le nez qui coule, par exemple, je ne sais pas la définition exacte, là, mais d'avoir les éternuements. Ouais, OK, Donc, c'est ça. ouais. Donc cette portion-là là, du système Les écoulements, oui, c'est respiratoire. ça. Ouais, Les écoulements écoulement nasales, nasal. tout ce qui est That's attaché au it. rhume, ouais. Actuellement, c'est assez courant. Oui, exactement. Exactement. Fait qu'on voyait justement sur acupuncture, evidence-based acupuncture, on voyait ce qui se passait. Là. Ça disait, si je me souviens bien, ça bloquait certaines choses au niveau de l'histamine, là, ou en tout cas, l'histamine est impliquée là-dedans. Là. Fait que faudrait que j'aille revérifier ça. C'est trop frais. Là. Mémoire à court terme à trop de choses actuellement. Mais c'est ça. Puis, mais en fait, là, tu as décidé de continuer. En fait, actuellement, tu es encore Oui, inscrit. c'est ça. Ben, c'est ça, exact. Donc, je continue mon deuxième là, certificat en santé. Puis, éventuellement, c'est ce que j'aimerais, c'est faire mon bac par cumul en sciences pour peut-être à la maîtrise ou au doctorat, essayer de faire de l'étude là, en relation avec l'acupuncture. Tu sais, essayer d'amener un peu ben, ça se fait déjà, mais au Québec, pas tant que ça. Tu sais, je dis malheureusement, oui, malheureusement, le cours d'acupuncture est au collège. C'est collégial. Je n'ai rien contre le collégial, là, sauf qu'il ne faut pas se le cacher. Ce qui est en recherche, ça se fait souvent à l'université. Je ne dis pas que ça ne se fait Ouais. pas au collégial, mais pour être reconnu par les pairs, etc., ben, souvent, il faut que ça soit des niveaux universitaires. Fait que c'est un petit peu un de mes Ton plans. objectif à long C'est ça, terme. un petit peu essayer d'amener ça là, à ce Mais niveau-là. en passant aussi, c'est qu'à travers les années, parce que là, tu as gradué en 95 en Mhm. acupuncture, puis tu t'es impliqué quand même assez tôt, en fait, du côté de l'Ordre des acupuncteurs. Hein. À Mhm. quelle année tu as commencé à À t'impliquer dans m'impliquer, l'Ordre? Oui. je te dirais, je pense que c'était en 2005 pour le comité de communication, peut-être un petit peu avant ou après. Je m'étais impliqué sur un comité pour un congrès, je pense que c'était un petit peu avant, sur le premier congrès là, international d'acupuncture. Puis après ça, je me suis impliqué, j'ai été président du comité de communication en revenant du Japon. Alors ça, je ne t'avais pas dit ça, mais peut-être que je te l'ai déjà dit, j'étais allé au Japon, mais je n'ai pas fait d'acupuncture là-bas. Et puis, après ça, j'ai été impliqué au niveau du comité de discipline, entre autres. J'ai été sur le CA de l'Ordre. J'ai été comme expert pour le- 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 les compétences professionnelles, entre autres. Donc, c'est juste le fait que ça faisait un bout de temps que j'en faisais, puis j'avais une bonne idée de ce qui se faisait, comment ça se faisait. Et puis, fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal mon implication là, au niveau de Ah, c'est l'ordre. ça, c'est que tu t'es impliqué sur beaucoup de facettes, en fait, du côté de l'Ordre des acupuncteurs. Hein. Fait que Mhm. tu connais beaucoup la profession, en fait. Ouais, C'est ouais, bien. ouais. Et là, tu as même décidé de continuer dernièrement. Ce que tu mentionnais tantôt, je me demande tout le temps comment tu le prononces. Tu prononces Mhm. Qigong, Qigong, Mhm. Qigong. médical. Ouais, Qigong. En fait, je savais pas que ça s'incluait. Décris-nous un peu qu'est-ce que c'est, parce Ouais, que moi, je ne ouais. savais pas que le Tai Chi est une forme. Ça s'inclut dans le Tai Chi ou c'est Mhm. une forme de Tai Chi ou c'est la forme du Tai Chi qui est En une forme fait, de Qigong? ouais, je vais t'expliquer. Là, j'ai vu des commentaires comme quoi le volume n'était pas assez fort. Je ne sais pas si les gens m'entendent mieux. Non, ben, on a Raymond qui a répondu que lui t'entendait très bien. Ça fait que c'est Ah, peut-être un problème de son. OK, parfait. Ben, en fait, c'est ça, le Qigong. Qi veut dire, OK, énergie, souffle, OK, toutes c'est le même Qi que tout à l'heure. Là. Ouais, exactement. Gong veut dire cultiver ou travailler. Donc, la notion de Qigong, en fait, pour qu'on appelle ça du Qigong, pour faire une histoire courte, là, il y a peut-être 3000 styles de Qigong. OK? Donc, c'est à partir du moment qu'on a trois éléments, donc qui est la posture, c'est-à-dire l'alignement, qu'on a la respiration et on a la notion d'intention, on peut appeler ça du Qigong. C'est Ah sûr, ouais. c'est une posture spécifique. On s'entend que c'est pas n'importe quelle posture, mais il reste que à partir qu'on fait ces trois éléments-là, on peut considérer ça comme du Qigong. Maintenant, dans le Qigong, il y a trois sortes de Qigong. Il y a le martial,
Donc, le Tai Chi fait partie. Le Ah, Baguazhang fait partie. Et le Xingyi. Baguazhang, on pourrait dire, c'est peut-être l'origine, ou en tout cas, la légende dit que ça serait peut-être l'origine de l'aïkibudo. Donc, c'est une technique qui est très, très circulaire. Et puis, le Xingyi, qui est une approche très, très linéaire. Donc, c'est tout des arts, ça fait partie des arts martiaux, mais en même temps, on s'entend que c'est doux, là. Tu sais, c'est Tai Chi. oui, c'est ça. C'est utilisé pour faire une forme de méditation, réduire le stress. En fait, qu'est-ce qui t'a amené à faire les cours? C'était quoi ton objectif? Ben, en fait, c'est mon intérêt, tu sais, pour les arts martiaux, parce que j'ai toujours aimé les arts martiaux. Tu sais, en médecine chinoise, il y a pas juste en médecine chinoise, mais dans l'aspect taoïste en général, il y a le yin et le yang, hein. Donc, le yang, c'est plus l'aspect actif, l'aspect énergique. Tu sais, quand on fait des comparaisons, tu sais, en tant qu'esprit nord-américain, tu sais, plus cartésien, on va tout catégoriser. Donc, on va dire le yang, c'est ci, le yin, c'est ça. En fait, le yin ou le yang, c'est toujours un petit peu des deux. Tu sais, c'est l'explication, finalement, des phénomènes en regardant toujours en dualité. Tu sais, quand on regarde même le caractère du yin et du yang, c'est l'aspect, le yin, ça va être l'aspect ombragé de la montagne, et le yang, c'est l'aspect éclairé de la montagne. Donc, c'est deux visions de la même chose. Tu sais. Fait que le yang, c'était plus l'aspect actif. Donc, les arts martiaux que je faisais, c'était très yang. Donc, le taekwondo, il y a du combat, tout ça, ça bouge, ça roule. Puis le yin, ben, c'est plus l'aspect plus tranquille, le tai chi. J'ai fait un cours de tai chi, puis c'est pas nécessairement pour moi. C'est comme un peu trop lent. Le qigong, c'est un petit peu plus, en tout cas, ça peut être fait lentement, le qigong aussi, mais j'aimais mieux l'aspect qigong Et là, que on cet parle aspect. de Qigong médical. Ouais. Qu'est-ce qui est la facette médicale dans tout ça? C'est un usage pour aider Ouais. différents En états de fait, santé. la nomenclature médicale, il faut faire attention ici au Québec. Même j'ai cru comprendre là, que ça a été changé pour Qigong clinique au Ah lieu de oui? Qigong médical, là. Mais en fait, ça a été traduit directement parce que ça a été basé sur le système, sur le programme de International Medical Qigong, quelque chose. Fait que, tu sais, ils ont juste traduit en En français. français. Pourquoi c'est médical? Ben, gars, c'est pas compliqué. C'est que dans la médecine traditionnelle chinoise, tu as, la théorie, qui est l'ensemble de l'œuvre, mais tu as 5 thérapeutiques. Donc, tu as l'acupuncture qui est une thérapeutique, tu as la pharmacopée dont tu parlais tantôt, avec des usages très précis. Ah, D'ailleurs, il y a même eu une petite étude au Jeffrey, au Jewish Hospital, là, en oncologie, avec des herbes traditionnelles chinoises et un de nos collègues, et la chimio, en tout cas, ça a été très intéressant. On a vu ça lors du dernier congrès international d'acupuncture. Et bon, j'ai ouvert une grande parenthèse, là, mais bon, pharmacopée, Qigong, ensuite de ça, la diététique chinoise, donc l'art de se nourrir en fonction toujours de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, les aliments sont catégorisés, soit avec une nature et puis une saveur, etc. Puis tel aliment va tonifier telle chose, etc. Et l'autre, c'est le Tuina. Le Tuina, Zhengu Tuina, qui est le massage, ou il y en a qui vont dire ah ouais. l'ostéopathie chinoise. Ouais. Donc, ça, toutes ces facettes-là se basent sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, que je fasse Ah du ouais, OK. Tuina, que je fasse du Qigong, peu importe, c'est basé là-dessus. C'est Ah, comme c'est le tronc fascinant. commun. Ah, c'est fascinant. Ah, c'est fascinant. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait faire réellement de la médecine traditionnelle chinoise puis considérer l'ensemble des approches, il faudrait qu'il soit formé dans les 5 facettes en question pour être. Ouais, Ouais, en c'est super théorie, oui. intéressant. Et là, Ben, à travers tout ça, parce que tu as travaillé en acupuncture avant d'ouvrir ta propre clinique, mais actuellement, tu as une mhm. clinique à Drummondville, c'est ça? Oui, oui, exactement. Donc, je suis propriétaire de la clinique de santé intégrative de Drummondville. Puis, tu sais, quand on dit de clinique de santé intégrative, comme tu parlais tantôt, la santé intégrative,
Dans mon cas, dans le cas ici, c'est quasiment juste le nom qui est de la santé intégrative, là, dans le sens que, vu les ordres professionnels, par exemple, on est limité par rapport au, À l'intégration des pratiques, oui. ben, c'est ça, la référence. On ne peut pas avoir un dossier commun. Je n'ai pas le droit, en tant que membre d'un ordre, par exemple, d'avoir, ben, en tout cas, du moins notre ordre, là, d'avoir un dossier commun avec la massothérapeute. C'est quelque chose qui, parce qu'eux n'ont pas d'ordre professionnel, automatiquement, si on regarde juste du côté légal, là, ça c'est mon aspect plus de l'ordre là, que je connais un petit peu plus, c'est que notre responsabilité professionnelle, à ce moment-là, s'engage à 100%. Donc, je te donne un exemple. Tu sais, je fais un traitement d'acupuncture à un patient et puis finalement, bon, je dis, ah, on va voir tel masso. Finalement, la masso lui casse un bras, exemple, ou il se casse le bras en allant chez la masso. Ben, c'est mon assurance responsabilité qui embarque à 100%. Parce que j'ai la responsabilité professionnelle de bien, c'est ça, de bien référer. Ça, disons, les limitations du système québécois actuel. Oui, malheureusement. Mais tu as quand même plusieurs types de professionnels sur place. Outre les massothérapeutes, qu'est-ce que tu as Oui, d'autre dans la clinique? ouais, actuellement, j'ai deux massothérapeutes, une qui est plus sportive, l'autre qui a fait un cours en masso-onco, donc qui va supporter là, Ah oui, les OK. gens qui ont eu le cancer, entre autres. Il y a un ostéopathe aussi, puis il y a une autre acupunctrice là, qui est avec moi. Fait que, Ah, OK. c'est la gang qu'on est actuellement. Ah, c'est fort intéressant. En fait, pour les, je ne sais pas si on a des gens de la région, du monde de Drummondville, mais peux-tu expliquer un peu où tu es situé? Tu peux mentionner l'adresse? Oui, 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 certain. On est au 620 boulevard Saint-Joseph-Ouest, vers Saint-Majorique. C'est la suite 2, dans le fond, coin Boîte-L'air. De toute façon, vous pouvez nous trouver là, facilement sur Internet, là, www.santé-intégrative.ca. Puis vous allez nous voir là-bas. Là. Chacun, dans le fond, s'occupe gère ses rendez-vous, etc., de façon individuelle. Fait que, quand vous allez sur Contact, vous pouvez choisir qui vous allez voir là, sans problème. C'est Clinique de santé intégrative de Drummondville, c'est ça? Oui, oui. Ah, OK. Puis, tu peux peut-être nous expliquer justement le projet, parce que Mhm. avant qu'on débute, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi concernant Ouais. justement les aiguilles que tu as après les oreilles. Oui. Ben, en fait, avant de te parler de ce projet-là, je vais te parler des différents projets qu'il y a en acupuncture euh, au Québec. Tu sais, on n'entend pas parler souvent de l'acupuncture au Québec, puis la raison est fort simple. D'un, on n'est pas beaucoup d'acupuncteurs, on est 1000 ou à peu près 1000. OK? Puis on est pas mal tous occupés à s'occuper de nos patients dans nos cliniques. Et parce qu'on pratique l'acupuncture de façon privée, naturellement. Mhm. Mais il y a des projets intéressants qui sont là depuis longtemps. En obstétrique, par exemple, euh, il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui était là, il y avait des stages à Sainte-Justine. Ah oui. Ensuite, ça s'est transféré. Il y a eu des petits conflits entre certaines personnes. Ensuite, ça s'est transféré, je pense que c'était à Longueuil, et il y avait l'hôpital La Salle là, dernièrement. Je ne sais pas s'il y en a encore. Là. Je ne suis pas trop à jour là, sur le sujet. Mais juste pour dire que c'est des choses qui ont été faites, puis encore des formations en obstétrique et tout ça. Donc, ensuite, il y avait une équipe aussi au centre, avant ça s'appelait le Centre de l'art Cormier en toxicomanie. Je pense que ça a changé de nom, ce centre-là. Mais si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a encore des stages qui se font là, dans ce cadre-là. Je sais qu'il y avait un projet pilote sur la douleur chronique au CHUM. Il y a eu à un moment donné un projet qui était à Maisonneuve-Rosemont, au niveau de la douleur chronique également. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses qui se font. C'est sûr que les médias n'en parlent pas tant que ça, mais ça se fait pareil, tranquillement, pas vite. Ah, ben, en fait, c'est qu'il faut comprendre que notre histoire de l'acupuncture au Québec est relativement jeune, dû au fait que l'ordre est là juste depuis 1995, tu disais. Hein. Absolument. Oui, donc ça explique beaucoup de choses. Mais parle-nous un peu d'acupuncture. Quel genre de. Ah, on peut peut-être. Veux-tu parler du projet, de ce Oui. projet-là en premier? Oui, après ça, Le on Drummond. reviendra sur qu'est-ce Oui. que tu traites dans la vie de tous les jours comme problématique. Oui, ben, je vais te parler du projet NADA, puis je vais te Oui. parler aussi après ça le genre de traitement qu'on peut faire, qui on peut aider en acupuncture, Oui. etc. OK. Donc, le fameux projet NADA, NADA, c'est un acronyme là, qui veut dire National Association Detoxification Acupuncture.
ou j'ai peut-être mélangé des mots, mais en tout cas, si on les met tout ensemble, c'est ce que ça veut dire. Ça a pris naissance, ça, dans le Bronx, à New York, il y a une cinquantaine d'années. Donc, à l'hôpital là-bas, je sais pas si Michael Smith est encore là, mais c'était un médecin ou un psychiatre, en tout cas, qui était en charge de ça. Donc, ils ont pris les gens là-bas. Les gens étaient pas mal laissés à eux-mêmes, si on veut, là, puis ils ont offert ça. Mais il y avait un médecin chinois aussi là-dedans à la base. Puis ils ont utilisé, le protocole NADA, c'est un protocole, dans le fond, c'est une approche particulière de l'acupuncture. C'est les 5 points là, que vous voyez là, que je me suis fait sur l'oreille. Donc, c'est le Shenmen qui veut dire la porte de l'esprit, qui aime l'esprit, etc. Il y a le sympathique qui est, dans le fond, ce point-là. Il semblerait qu'il y a une branche du nerf vague, justement, qui va dans cette région-là, ce qui amène une détente au niveau là, du système sympathique, entre autres. Puis, les autres points, c'est des points démontoirs d'organes, par exemple le rein, le foie et le poumon, donc des organes d'élimination. Puis pour faire une histoire courte, dans le fond, c'est qu'ils ont parti ça là-bas. Et il y a une étude qui a été faite qui était intéressante. En fait, les études sur NADA seulement, ça ne donne pas grand résultat. Pour être honnête, là, les études sont plutôt négatives que positives. Par contre, si on regarde les études en thérapie, par exemple, en détox, ça, c'est assez favorable, naturellement, là. Puis, si on regarde la combinaison des deux, donc détox et acupuncture NADA, là, on vient de monter vraiment l'efficacité. On parle, en tout cas, de l'étude que j'ai lue, là, c'était 50% moins de rechute au niveau de la détox, pour ceux qui avaient fait les deux en même temps. Quand tu parles de détox, tu parles de gens Oh, intoxiqués. héroïne, oui, héroïne, oxycodone, opioïdes, name it. Donc, Ah ouais, OK. ouais. C'est intéressant. C'était assez intéressant. Puis, justement, le projet à Drummondville, on va faire ça. C'est chapeauté par le RASM qui appelle, donc, en fait, c'est un organisme sous le RASM. C'est le tremplin à Drummondville qui s'occupe des gens les plus vulnérables. Eux, on va leur offrir, c'est 5 acupuncteurs de la région qui vont leur offrir des traitements là, de façon gratuite, là, bénévole, à leur emplacement là-bas. Donc, les gens, ils vont se faire traiter. Puis quand je dis que c'est un principe d'acupuncture un peu différent, c'est que les gens sont traités en groupe. Et puis, c'est à ce moment-là, les gens n'ont pas à dévoiler toute leur histoire médicale, etc. C'est vraiment, ils s'assoient là, en gang, ils se font piquer là, ils prennent le temps de relaxer, de se recentrer, puis ça leur fait du bien, finalement. Ah ouais, On commence ça la semaine prochaine. ah ouais, OK, c'est intéressant. Ouais. Bravo, félicitations. Merci. Et on a tout un paquet de questions, en fait, sur Ouais. les genres de problèmes que vous pouvez aider en acupuncture. Là, tu viens de parler en tant que tel des détox, en fait. Quand tu parles de détox, c'est dans le fond, voyons comment ça s'appelle ça, non, de la dépendance aussi, en Oui, fait. oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Oui, Oui. OK. Et l'acupuncture, bon, je pense que la majorité des gens, quand on parle d'acupuncture, pensent beaucoup à la douleur en tant que telle. Moi, je Mhm. connais personnellement, en passant, un psychologue en qui j'ai très grandement confiance, qui, quand je l'ai connu à l'époque, il m'avait dit que la chose qui l'avait le plus aidé à réduire son stress, c'était l'acupuncture. Mhm. Pourtant, l'entendant d'un psychologue, je me suis dit, Mhm. wow, c'est que le gars, il connaît ça, le stress, là. Mhm. Euh, Mhm. il- Et là, Ouais. si pour lui-même, il a décidé d'en faire appel, de l'essayer, puis qu'il s'est rendu compte que c'est là qu'il juge qu'il y a eu les meilleurs résultats, c'est que il y a eu vraiment des bons résultats, là. Ouais, Fait que, absolument. fait que oui, vas-y, parle-nous un petit peu de ta pratique, Oui, justement. oui. Parle-nous de Ben, l'acupuncture. je vais faire une petite parenthèse justement sur le traitement de la douleur. Justement, dans le cadre de mon cheminement, j'ai eu la chance d'avoir un cours sur la douleur chronique. Puis justement, dans ce cours-là, il parlait même de la méditation pleine conscience comme étant efficace à moyen terme sur la douleur chronique. On parle là, mettons, d'une diminution de la douleur. Il faut se remettre en contexte, la douleur chronique, même l'effet placebo, on parle de 50%, OK, d'efficacité. Et souvent, même au niveau de la médication, c'est l'anesthésiste qui donnait le cours qui disait ça, c'est pas moi. Il disait souvent la médication n'est pas très efficace en douleur chronique. Elle va l'être beaucoup plus en douleur aiguë.
là où on parle d'un effet placebo de 35% à peu près. Puis, justement, dans un de ces cours-là, mais dans un cours de psychomotricité plutôt, le professeur, lui, il parlait, il y avait une question dans un questionnaire à un moment donné, des exercices, puis il disait lequel de ces thérapeutiques, de ces méthodes sont plus efficaces que l'effet placebo pour la douleur, le traitement de la douleur chronique. Et puis, l'acupuncture était dans les choix de réponse. Par contre, ça ne faisait pas partie de sa réponse. Okay? La réponse, ça disait que l'acupuncture n'était pas plus efficace que le placebo. Fait que, je trouvais que je dis, ben voyons, je ne suis pas sûr de ça. Fait que j'ai fait mes recherches, tu sais. Je n'ai pas fait ça sur Facebook. Je suis allé sur Sciences Direct, puis PubMed, puis BMG, qui est British Journal of Medicine, quelque chose dans le genre. Là, Puis je lui ai apporté 3 études, quand même assez intéressantes, puis lui démontrant justement que l'acupuncture était plus efficace que l'effet placebo, donc plus grand que 50% d'effet. Puis, j'ai demandé, j'ai dit, si à la lecture de ces études-là, est-ce que je pourrais encercler l'acupuncture dans les choix de réponse? Tu sais? Puis, ils m'ont dit, ben oui. Fait que finalement, ils ont rajouté, dans le plan de cours, ils ont rajouté les références, naturellement, puis avec une petite note. Tu sais, ils n'ont pas changé le questionnaire au complet, mais au moins, tu sais, il y a une question de les gens ne sont pas nécessairement au courant. Ce professeur-là, il n'a probablement pas le temps d'aller fouiller ça. Il y a bien d'autres choses à aller fouiller que de faire ça. Fait que c'est notre travail peut-être d'être un peu les pionniers là-dedans. Fait que, grosse parenthèse, mais en tout cas, pour la douleur, c'est le genre de choses qui les gens viennent nous voir pour ça. Moi, je dirais que c'est tout ce qui est trouble fonctionnel. Donc, à partir du moment que la structure est en place, mais que ça ne fonctionne pas comme ça devrait, on peut penser à l'acupuncture. Ça se peut que ça ne règle pas. L'acupuncture, ça ne traite pas tout, là. C'est comme n'importe quoi. Les médicaments, ça ne traite pas tout non plus. Donc, c'est ça, ça vaut la peine peut-être de demander à l'acupuncteur qui est dans notre coin ou qu'on va aller voir s'il traite tel ou tel type de problème. Mais tu sais, quel genre de problème? Exemple. Ouais, dans ton cas, qu'est-ce que tu fais particulièrement dans ta pratique le plus souvent? C'est sûr que moi, personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est musculo-squelettique. Donc, tout ce qui est douleur musculaire, j'ai un petit dada là-dessus. Par contre, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est douleur en général, que ce soit des douleurs menstruelles. J'ai des gens qui viennent me voir qui ont des migraines, par exemple, Ah oui, OK. des chaleurs, des chaleurs de la ménopause. Assez surprenant, les résultats. Il y a un peu de traitement aussi. Ça ne marche pas tout le temps, mais la majorité du temps, ça marche. Puis, plein d'autres choses, l'anxiété, par exemple, sommeil, insomnie, troubles digestifs. Tu sais, c'est très variable là, ce que ça peut faire, dans le fond. Ah oui, OK, mais écoute, c'est super intéressant. Puis là, il y a des gens qui nous demandent, parce qu'on peut peut-être prendre quelques questions, regarder dans la boîte à questions, il y a quelqu'un qui demande combien de traitements minimum pour voir s'il y a un effet ou non. Est-ce que tu prévois tout le temps une série de traitements ou est-ce que la personne peut, dès la première fois, avoir un changement? Comment ça fonctionne? Ouais. Très bonne question. La réponse, ça va être multiple. C'est-à-dire, ça dépend toujours de la raison de consultation. Ça, c'est la première réponse. Parce que si quelqu'un a une douleur chronique, même qui n'est pas réglable par aucune médication, par exemple, la douleur est là de façon chronique au-delà de 6 mois, là, si on se fie à partir de 4 mois ou 6 mois, disons, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'en aille complètement en voyant un acupuncteur une fois. Ça fait 10 ans qu'on prend une médication. Et puis, je ne sais pas, on dirait que je suis figé. Je ne sais pas si. Ah oui, Puis, fait que c'est ça, c'est variable. Combien de temps ça peut prendre? Ben, généralement, on peut voir une petite différence dès le premier traitement. Encore là, ça dépend, c'est pourquoi le patient vient. Personnellement, dans ma pratique, je ne vois pas les patients très souvent. OK? Mais ça ne veut pas dire que ma pratique est commune. Donc, ce qu'on apprend, par exemple, de façon traditionnelle, c'est souvent des séries de traitements, une dizaine de traitements, puis bon, on fait 1, 2 séries, tout dépendant du problème.
Moi, je suis porté à dire que, bon, souvent, je demande au patient de me donner 2, 3 chances pour voir est-ce que dans son cas, ça fait quelque chose? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que ça fait un effet? Est-ce que ça diminue sa douleur? Est-ce que ça améliore sa qualité de vie? Ça dépend toujours de la raison pour laquelle le patient va venir, dans le fond, me voir. Puis c'est sûr que lors de la première consultation aussi, on fait un bilan de santé. Enfin, on vérifie un petit peu tous les systèmes, voir comment on peut aider le patient. Je pense que c'est ce que les gens apprécient beaucoup, justement, des acupuncteurs, c'est qu'ils prennent le temps avec le patient. Puis ils font le tour. Ils disent ah, mon médecin ne me demande pas ça. C'est tout à fait normal parce qu'il n'est pas. En fait, on ne cherche pas la même chose. Le médecin va chercher une maladie, il va chercher à y mettre un diagnostic pour trouver la solution avec les solutions qu'il peut apporter. Tandis qu'en médecine chinoise, ben, je prends le diagnostic, justement, du médecin ou peu importe, puis je regarde comment cette maladie-là se manifeste chez le patient. Tu sais, comment ça se passe. C'est une approche qui est différente. Tu sais, je regarde le même corps, mais c'est juste que je change ma paire de lunettes quand je le regarde en médecine chinoise, tout simplement. C'est intéressant, non? C'est une bonne réponse. Il y a quelqu'un, en fait, Sylvain, qui nous demandait aussi, elle aimerait aller voir un acupuncteur, mais comment choisir un bon acupuncteur? Oui, bonne question. En fait, au Québec, pour être acupuncteur, il faut être membre de l'Ordre des acupuncteurs. Et pour être membre de l'Ordre des acupuncteurs, ça prend un minimum de compétences, c'est-à-dire soit via l'école officielle, le Collège de Rosemont, ou ceux qui viennent de l'international ou de l'extérieur. On a à l'Ordre des acupuncteurs ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme exact, là, un référentiel de compétences. Je pense qu'il a été même, mais j'ai travaillé là-dessus un petit peu avec les gens qui l'ont conçu. Et puis, c'est assez costaud, puis assez solide même. Je crois qu'en France, ils se sont basés là-dessus pour pouvoir admettre les gens là, dans la profession. Fait que c'est un outil qui, par exemple, avec formation équivalente, il s'assure de vérifier qu'ils ont toutes les compétences pour faire la job. Ils sont capables de parler en français, parler en anglais, capables une approche patient, d'être empathique, etc. Tout ce qui vient avec. Autant comme la théorie, l'anatomie, toutes les notions de base de physiologie, etc. Donc, en fait, les membres de l'ordre, ils ont tous été évalués. Oui, Soit ils sont bien formés, soit ils ont été évalués par rapport à la formation qu'il y avait à oui, l'étranger. Là, on a absolument. beaucoup de questions sur les types d'applications. Tu sais, je peux peut-être en prendre 4 en rafale, là, parce que je les vois. Ouais, Là. Des gens qui demandent la neuro. Est-ce que tu traites de la neuropathie, ouais. des vertiges, du côlon irritable et ou encore, en fait, des acouphènes? Ouais. C'est toutes des excellentes questions. J'ai déjà traité des cas de neuropathie. J'ai eu des cas que ça a très bien fonctionné. J'ai eu des cas que ça n'a rien fait. Donc, ça, c'est variable. C'est vraiment, il faut vérifier encore là quelle est la cause. Est-ce que c'est une neuropathie due au diabète? Est-ce que il faut vérifier, est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'il y a une lésion des tissus? Est-ce que, c'est difficile de répondre à une question comme ça, là, à brûle pour point, sans avoir plus d'informations. Euh, mais oui, j'ai déjà eu des bons résultats, puis il y en a pour qui ça n'a rien fait. En fait, si on veut résumer, il y a vraiment une multitude de problématiques de facettes de santé qui peuvent être traitées par l'acupuncture. Le mieux, c'est tout simplement de contacter un acupuncteur, de voir Oui, si il est à l'aise avec de rencontrer la personne, en fait, avoir un mhm, rendez-vous, puis oui, voir qu'est-ce qu'il proposerait comme approche, c'est ça? oui. Oh oui, puis s'il peut aider, écoutez, c'est arrivé que j'ai dit à un patient, ben, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Je peux pas, je fais pas de miracle. J'aimerais ça d'en faire, mais j'en fais pas. Fait que je fais mon possible, là, mais c'est ça. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Mettons, quelqu'un vient me voir, il vient d'avoir un diagnostic d'hernie discale à différents niveaux au niveau de la colonne. Je ne peux pas régler son hernie, là. Ça, c'est certain. Par contre, ben, juste le fait de mettre des aiguilles locales ou d'en mettre même à distance peut avoir un effet sur la région pour diminuer la douleur, l'inflammation. C'est là que je vais avoir un effet. Donc, s'il veut venir me voir pour diminuer la douleur, c'est correct. Mais s'il vient me voir pour que
règle son hernie, ben, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le faire. Sachant aussi que l'hernie peut se résorber par soi-même. Ça dépend de la gravité, ça dépend d'un paquet de facteurs. Je sais que mes réponses sont vagues, mais les cas sont vagues aussi. Oui, c'est normal, c'est normal. Puis en même temps, on a quelqu'un, en passant, on a une personne qui avait posé la question sur le traitement pour la toxicomanie. En fait, tu en as Mhm. parlé, c'est que les oreilles, les aiguilles après tes oreilles, c'est exactement ça, le protocole NADA. Ouais. C'était entre autres pour une question de toxicomanie, donc ça peut être une Mhm. approche intéressante. C'est une question qui Ouais. avait été posée très tôt Oui. dans la. Sauf que sauf que faut pas que ça soit fait seul. Donc, quelqu'un qui est toxicomane, je ne conseille pas d'aller voir juste son acupuncteur, là. Je conseille d'aller faire une thérapie. Si son acupuncteur peut l'aider en plus, tant mieux. Mais je ne dirais pas d'aller voir seulement son acupuncteur parce qu'on pourrait se tirer dans le pied, là. C'est des problématiques beaucoup plus complexes que juste de dire je suis une dépendance à l'alcool. Ceux qui l'ont déjà eu savent de quoi je parle. Mais c'est ça, c'est pas noir ou blanc. On est porté, hein, souvent en tant que, disons, je dis nord-américain, là, avoir une pensée assez rationnelle, on divise les choses, hein. C'est yin, c'est yang, c'est pas un petit peu des deux. C'est souvent un, ou c'est l'autre, tu sais. Malheureusement, c'est souvent un mix des deux. Non, non, c'est bien. Écoute, j'apprécie ta franchise. Je pense que les gens qui sont avec nous sont à même de l'apprécier aussi. Moi, j'aime beaucoup mieux me faire dire de faire attention dans les endroits où l'expert a à nous dire de faire attention à des facettes ou de faire attention à nos attentes, que Oui, de se faire dire que ça va tout régler ou de se faire dire que c'est bon pour tout, là. Ça, on devrait tout le temps absolument. se méfier des gens qui disent que tout est bon pour tout, là. On avait une Absolument. question il y a quelqu'un qui demandait si vous utilisez le pool chinois comme Mhm. méthode diagnostique. Mhm. De quoi on parle? Personnel, ouais, c'est une bonne question. C'est que quand on regarde dans l'aspect traditionnel, là, il y a, disons, ce qu'on appelle les 4 temps de l'examen. OK? Donc, tu as l'observation du patient, tu regardes, tu observes sa posture, sa démarche, etc., son non-verbal, si tu veux. Tu as la portion olfaction, naturellement, c'est moins développé, là. Je ne renifle pas chaque patient, là, naturellement, inquiétez-vous pas. Mais ça faisait partie des temps de l'examen à ce moment-là. Puis, il y a la portion aussi interrogation, naturellement, aller voir toutes les antécédents médicaux, antécédents familiaux, etc. Et il y a la palpation aussi. Donc, aller prendre le pouls, ça peut faire partie de ça. Et la langue. Donc, c'est les façons traditionnelles de regarder la langue. Il ne faut pas oublier que c'est une médecine d'observation, médecine traditionnelle d'observation. Personnellement, j'ai appris à prendre les pouls. Je ne les prends plus, je vous dirais, depuis une quinzaine d'années. Mais il y a beaucoup d'acupuncture traditionnelle, là, d'acupuncteurs qui utilisent les pouls et la langue pour aller confirmer, par exemple, le bilan énergétique. Parce que quand je parle de bilan énergétique, c'est que quand l'ordre a été mis sur pied, on parlait de diagnostic énergétique, mais diagnostic, c'était trop près de la médecine, donc on a appelé ça bilan énergétique. Alors, déséquilibre, modèle de disharmonie, si on veut. Donc, c'est ça. Personnellement, je vais les prendre à l'occasion. À l'occasion, je vais les prendre. Si, par exemple, une femme va me dire, ah, OK, je suis peut-être enceinte, tu sais, ben, peut-être, ça se peut que je le prenne, juste pour voir, tu sais, je ne prendrai pas de chance. Il y a des points interdits lors, par exemple, si une femme est enceinte, il y a des points qui, de façon traditionnelle, on ne doit pas faire. Moi, je me range derrière ça, c'est-à-dire, je prône toujours la prudence. Il y a des gens qui vont dire, oh, c'est pas grave, mais moi, pour moi, c'est important. Je ne prends pas de risque de ce côté-là. Fait que pour répondre à la question, des fois, je prends le pouls, mais c'est très rare maintenant. Ah, OK. Et en fait, on a eu beaucoup de questions sur beaucoup de maladies ou de problématiques en particulier. Écoutez, on peut pas malheureusement nécessairement répondre à toutes les facettes, là. Tout à l'heure, on a parlé des questions de douleur parce qu'on a une question sur l'arthrose. Donc, j'imagine que oui, en fait, hein, ça pourrait peut-être aider pour les douleurs reliées à l'arthrose Oui. en tant que telle. La question du diabète de type 2, puis non. Non. C'est ça, il y a des cas où c'est peut-être plus difficile. Il y a une personne qui nous demandait l'acupuncture sans aiguille. Que Mhm. pensez-vous de l'acupuncture sans aiguille? Ça existe, ça? Je pensais que ça prenait des aiguilles pour faire de l'acupuncture. Il y a une petite pensée qui m'a passée. L'acupuncture sans aiguille, c'est comme le massage sans main. Le massage sans...
Donc, non. Sérieusement, en fait, je dirais l'outil le plus efficace, c'est l'acupuncture. OK? C'est l'aiguille. Quand on regarde une aiguille d'acupuncture, souvent, ceux que j'ai dans l'oreille, ce n'est pas des billes métalliques. Hein? C'est juste une petite aiguille avec un bout en plastique pour que je puisse bien la tenir pour les oreilles. C'est assez spécifique pour ce type d'acupuncture-là. Les aiguilles d'acupuncture, généralement, sont bimétalliques. Et en fait, quand on parle du principe d'acupuncture, c'est électrique. L'aiguille en soi, on a le corps de l'aiguille et il y a le manche qui est spiralé. Souvent, ça va être en cuivre, en aluminium ou des fois même en acier sur acier. Mais le fait qu'il soit spiralé, ça amène ce qu'on appelle, on appelle ça un solénoïde, donc un coil en anglais. Ça va provoquer une petite charge. C'est sûr que c'est minime. Là. On parle le docteur Musa, par exemple, là, il parlait de entre 10 et 200 microampères. Donc, un ampère divisé par 1000 fois 10 ou 200. Fait que tout dépendant là, de la longueur de l'aiguille, des métaux utilisés, on avait un petit peu plus ou un petit peu moins là, d'électricité qui était produite, qui était générée. Quand on parle d'un point d'acupuncture, c'est un trou, c'est un espace entre les structures. C'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait venir là, quand le patient arrive, on ne fait pas venir ça du ciel, puis le point arrive, puis après ça, on plante dedans. C'est une structure anatomique. C'est une région où, dans le fond, où il y a le moins de résistance. Il y a plus de liquide, ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Puis, c'est ça, c'est un petit peu le principe. Fait que pour répondre à votre question, l'acupuncture sans aiguille. C'est dans le but d'avoir un impact de la charge électrique de l'aiguille en question. Oui, absolument. Physiquement, il y a quelque chose qui se passe. Donc, si on n'a pas l'aiguille. Absolument. Mais il y a d'autres techniques. Écoute, tu sais, tantôt, je faisais une petite blague là, par rapport à ça. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont s'imprimer. J'ai des gens dans ma ville, il y a l'école d'orthothérapie dans ma ville. Puis ils appellent ça, je pense, c'est l'Académie scientifique de massage, quelque chose comme ça. Et puis, je sais qu'il y a des gens là-dedans qui vont se dire hey, moi, je connais ça, l'acupuncture. J'ai lu un livre, puis je sais quoi faire avec ça. C'est ça. C'est que l'acupuncture sans aiguille, eux autres, ils peuvent peut-être dire qu'ils font ça. Il faut faire attention. Mais si on va voir un acupuncteur, oui, il y a d'autres façons de stimuler. Effectivement, tantôt, je parlais du Twina, le massage Twina. Donc, il y a moyen de stimuler les points différemment. Il y a les ventouses qui commencent à être beaucoup empruntées par nos... Ce n'est pas exclusif à l'acupuncture. Il y a certaines pratiques, là, je pense que c'est le Hajima, des saignées avec ventouses sur la tête, entre autres, là, dans le milieu... c'était pas hispanique, c'était arabe, je crois. Donc, ça faisait partie de la culture dans des techniques traditionnelles de saigner. Donc, le ventouse, c'est pas juste, ça ne vient pas que de là. Par contre, c'est une des techniques utilisées qui commence beaucoup à être empruntée par les physios, massos. Ils aiment beaucoup l'effet de ça, naturellement. Très efficace. Il y a le moxa aussi. Moxa, c'est l'herbe chinoise, donc qu'on va faire brûler. C'est de l'armoise, tout simplement, qu'on va faire brûler pour stimuler un point. Donc, ça aussi, ça a été démontré que le fait de stimuler un point, ça va stimuler différemment le système nerveux. Donc, ça peut avoir un effet différent pour le même point, soit qu'on le pique ou qu'on le chauffe, par exemple. Donc, OK. Ouais. En fait, Sylvain, parce qu'il y a déjà 8 heures, avant qu'on se quitte, par exemple, il y avait une question que je trouve quand même importante qu'on regarde ensemble, c'est qu'il y a quelqu'un qui demandait si l'acupuncteur va traiter ou non des problèmes dépend de sa formation ou de son expérience. De ce que j'en comprends, parce que tu nous as dit tout à l'heure que dans ton cas, tu avais un petit dada qui est les douleurs musculo-squelettiques. Ouais. J'imagine qu'entre acupuncteurs, vous allez vous référer des gens, en fait, parce qu'il doit y avoir des acupuncteurs qui sont plus spécialisés sur des facettes données en particulier. Donc, ça, c'est important, c'est intéressant de le savoir. Hein. On peut toujours justement rechercher un acupuncteur qui est spécialisé dans notre problème en tant que tel aussi. Oui, absolument. Puis, tu sais, souvent même, tantôt, je parlais de l'association des acupuncteurs. Souvent, même, on peut rechercher en fonction de certaines... pas préférant, mais ce qu'on préfère traiter. L'acupuncture, en fait, on n'a pas de spécialité en acupuncture. On n'a pas le droit. Si quelqu'un se dit spécialiste en acupuncture,
il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a pas de spécialité en acupuncture. On peut préférer des choses. Par exemple, à un moment donné, il y a eu de l'acupuncture esthétique, tu sais, puis ça en fait encore d'ailleurs, là, tu sais, j'ai des collègues qui font ça, tu sais, il y a des gens qui aiment beaucoup traiter les femmes enceintes, tout ça, la fertilité. Il y en a qui aiment beaucoup travailler au niveau de l'oncologie. Tu sais, je sais qu'il y a Judith Shedler. Je m'excuse si j'ai mal prononcé ton nom, Judith, mais très impliquée à ce niveau-là, au niveau de l'oncologie. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est varié. Au niveau de l'association des acupuncteurs, je pense on peut trouver les réponses là-dedans. Ou chercher Ils sur peuvent Internet. suggérer des noms, suggérer des. Ah oui, OK. Assurez-vous d'avoir des gens qui sont membres de l'ordre des acupuncteurs. OK? Je suis un petit peu fatigué avec ça, mais je vous donne un exemple. Le punch de la fin, là, il y a quelqu'un que je connais dans ma ville qui est un monsieur chinois, qui n'est pas acupuncteur, qui se disait acupuncteur, s'est déjà fait prendre d'ailleurs. Entre autres, il piquait les gens à travers les vêtements, puis bon, en tout cas. Puis il s'est fait prendre il y a quelques années. Je ne pense plus qu'il le fasse, mais il y a quand même des gens qui pensent qu'il est acupuncteur. Okay? Il ne l'a jamais été, il ne l'est pas. Donc, assurez-vous d'avoir des gens membres de l'ordre des acupuncteurs. C'est des gens qui sont sécuritaires, qui sont compétents, et puis vous pouvez leur faire confiance. Ouais, comme dans toute chose, en fait, il faut s'assurer d'avoir des vrais experts devant nous, en fait, des gens qui sont bien formés, qui connaissent bien ce qu'ils font. Mais merci beaucoup, en fait, Sylvain. On peut Plaisir. mentionner aussi hein, que ce sera peut-être possible dans le futur, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur la pratique en tant que telle de l'acupuncture. Tu pourrais peut-être nous faire une conférence avec des diapositives pour nous présenter des éléments d'acupuncture, aller plus loin, en fait, dans le Ouais. sujet. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécieraient. En fait, merci à tout le monde hein, d'avoir été avec nous. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, ça va de soi. Essayer d'être le plus général possible en tant que tel. Mais je vous le redis, si, pour contacter, en fait, Sylvain, parce qu'ils peuvent te contacter via le site Internet de la clinique aussi, Oui, j'imagine. Hein? absolument. Donc, c'est la clinique de santé intégrative de Drummondville. Mhm. Donc, vous pouvez le contacter directement, lui écrire, en fait, pour vos questions. Je suis certain que Sylvain va se faire un plaisir de vous répondre. Oui, Et, absolument. et peut-être, as-tu quelque chose à ajouter en terminant? Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis j'espère que vous avez apprécié là, le partage. Bien, merci bien, Sylvain. En fait, puis ça sera un Merci. plaisir de remettre ça tout simplement pour aller encore plus loin, montrer des éléments Oui. peut-être plus visuels. Mais merci beaucoup Mhm. pour ton temps. Je pense que ça a été une très belle occasion pour tout le monde de découvrir qu'est-ce que c'est que l'acupuncture, puis c'est quoi le métier d'un acupuncteur. Ouais, ben, merci beaucoup. Merci à toi, Eric. Bonne fin de Merci. soirée à Bye tous. bye. Au plaisir de Pareillement. vous revoir bientôt. Au revoir. Excellent.